Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ces deux motions de censure déposées par nos collègues de la NUPES et du Rassemblement national étaient attendues. Nous le savions tous, puisqu'ils avaient déclaré, avant même de connaître la nature du projet de loi de finances, qu'ils voteraient contre. Nos collègues républicains également. À entendre ce que j'ai entendu à droite et à gauche, chacun assumera ses votes alternatifs ou cumulatifs. L'engagement de la responsabilité du gouvernement sur ce texte est donc la suite logique. Il ne faut pas, mes chers collègues, faire mine de s'en étonner, ou comme l'a dit ma collègue Mathilde Banot, affirmer que cette méthode était une brutalité, et collègue Chassaigne aussi. Non, ce sont juste les institutions et l'équilibre que leurs auteurs ont su trouver. Je voudrais simplement rappeler ici ce que disait Michel Debré le 27 août 1958 devant le Conseil d'État, qui expliquait les raisons de l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution. L'expérience a conduit à prévoir en outre une disposition quelque peu exceptionnelle pour assurer, malgré les manœuvres, le vote d'un texte indispensable. Les Français le savent, aucun État ne peut vivre sans un budget qui, au-delà du paiement des salaires des fonctionnaires, détermine une politique et les moyens de sa mise en œuvre. Nous avons eu le temps ces dernières semaines de discuter, en commission comme en séance, pendant des dizaines d'heures de cette première partie du PLF, dans une ambiance tantôt animée, tantôt plus calme, mais avec toujours une volonté partagée d'entrer dans le fond des sujets. En commission, nous nous sommes longuement entretenus sur la suppression de la CVAE, sur l'évolution du crédit impôt recherche, sur la fiscalité environnementale ou encore sur le soutien que nous devons offrir aux collectivités face à la hausse des prix de l'énergie. Je voudrais remercier le président de la Commission des finances, Éric Coquerel, le rapporteur général Jean-René Cazeneuve et mes collègues pour la bonne tenue des débats. Nous étions souvent loin d'être d'accord, mais nous avons débattu. En séance, nous avons eu aussi de longs débats sur l'impôt sur le revenu, sur l'imposition de l'immobilier, celle des agriculteurs ou encore la fiscalité des successions, sujet qui a suscité sur tous les bancs de l'intérêt et sur lequel nous ne pourrons nous exonérer, sans trait d'esprit, d'une réflexion dans les prochains mois. Les députés démocrates avaient, au début de l'examen de ce texte, dressé un ensemble de priorités, avec en particulier la proposition d'une réforme d'ampleur de la fiscalité du logement, notamment en zone tendue, sujet qui intéresse nombre des bancs de notre Assemblée, et sur lesquels nous réussissons régulièrement à construire des ponts avec la droite comme avec la gauche. La fiscalité immobilière, et notamment la taxation des revenus fonciers et des plus-values immobilières, aurait besoin d'un grand toilettage. Nous sommes en droit de nous interroger lorsqu'un contribuable propriétaire d'un bien acquis depuis plus de 30 ans, immeuble ne constituant pas sa résidence principale, en Corse, autour des lacs alpins ou encore sur la côte atlantique, dont le prix a pu être multiplié par 6 voire 12 depuis l'acquisition, soit entièrement exonéré d'impôts sur la plus-value réalisée à la cession. Un juste retour alors d'une partie des recettes fiscales sur les territoires concernés serait à étudier un peu à la lumière des droits de mutation à titre onéreux. Nous saluons bien sûr la révision du zonage de la taxe sur les logements vacants et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, mais cette mesure nous semble un peu trop timide. Madame la Première ministre, il faut que nous saisissions du sujet de manière plus systémique. Et vous savez que les députés démocrates sont à vos côtés pour y travailler. Les députés démocrates avaient aussi pour objectif de faciliter la vie des entreprises, des petites entreprises de notre pays, et proposer un ensemble d'amendements dans ce but. Plusieurs de nos collègues sur les bancs de cet hémicycle, en premier lieu Véronique Louwagie, nous rejoignent dans ces constats et dans ces propositions. Et je regrette que nous n'ayons pas réussi à convaincre davantage de nos collègues ainsi que le gouvernement. Nous pouvons toutefois retenir plusieurs motifs de satisfaction. En premier lieu, le praticien que je suis se réjouit de la précision du régime fiscal de la transmission des entreprises individuelles ayant opté à l'impôt société. Mais je crois que nous devons continuer à accompagner fiscalement la belle réforme du 22 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante. De la même manière, nous sommes ravis d'avoir pu convaincre le gouvernement de l'opportunité de relever, même légèrement, le plafond du taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les PME à 42 500 €.
Ce relèvement permettra à nos PME d'avoir plus de bénéfices pour investir et pour se développer. Élus un peu partout de France et de Navarre, les députés démocrates attachent une grande importance à la situation de nos agriculteurs, qui font face tant à de très fortes tensions conjoncturelles, mais aussi à des défis plus structurels, notamment sur l'accès au foncier. Nous souhaitons, aux côtés de notre ministre Marc Fesneau, défendre et renouveler le modèle agricole français, avec l'indexation sur l'inflation de la déduction pour épargne de précaution créée en 2019, par exemple, ou encore en prolongeant d'1 an le crédit d'impôt haute valeur environnementale. L'Assemblée a également adopté, à notre initiative et celle de nos collègues de la majorité, une hausse du plafond de l'exonération de 75% des droits de mutation à titre gratuit des biens faisant l'objet d'un bail à long terme. Cette hausse doit aider les agriculteurs à mieux transmettre leurs terres à leurs familles, plutôt que de devoir les céder à des sociétés parfois étrangères qui font monter le prix du foncier et vont jusqu'à interroger notre souveraineté alimentaire. Nous serons à vos côtés, aux côtés du ministre de l'Agriculture, pour écrire la future loi d'orientation et d'avenir agricole annoncée par le président de la République. Nous sommes aussi satisfaits d'avoir, en conjonction avec nos partenaires de la majorité, mis en place un filet de sécurité pour toutes les collectivités qui se trouvaient fragilisées par la hausse des prix de l'énergie. À ce dispositif s'ajoute une hausse exceptionnelle de 320 millions d'euros de la DGF. Force est de reconnaître que notre majorité présidentielle accompagne bien nos collectivités en ces temps troublés. En fait, à travers ce budget et ceux qui suivront cette législature, avec votre gouvernement, Madame la Première ministre, nous voulons défendre 2 axes. Tout d'abord, protéger les Français et garantir leur avenir, le préparer, les rassurer aussi pour qu'ils retrouvent une forme de confiance qui, depuis longtemps maintenant, s'étiole. Ils demandent à juste titre que la protection de l'État, dans ces multiples crises que nous traversons après la Covid, la guerre en Ukraine, chez nous en Europe, la crise énergétique, l'inflation. Ils attendent, nous semble-t-il, des signaux clairs, une solidarité à l'égard des plus faibles, une bienveillance pour les aider à avancer, un soutien. Une liberté aussi, celle d'entreprendre, celle qui permet l'émergence de tous les talents, celle de vivre de leur travail, la liberté qui les émancipera et en fera des citoyens actifs dans la société. En second lieu, ce que nous cherchons à construire, c'est un pays souverain, c'est-à-dire un pays qui garantit sa liberté, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, souveraineté économique, un pays qui attire également les talents, les capitaux, les entreprises, celles qui créent les emplois et de la richesse pour assurer la solidarité. C'est peut-être là, Madame la Première ministre, Monsieur le ministre de l'Économie, que nous aimerions avancer davantage. Pour nous, le taux de prélèvement obligatoire ne peut être l'alpha et l'oméga de notre politique. Certes, nous sommes le pays qui a l'un des plus forts taux de prélèvement d'Europe. Et oui, toute la politique menée depuis 5 ans vise à redonner de l'air à nos entreprises, à envoyer des signaux au monde entier pour redevenir enfin attractifs. Et ça marche. Nous en voyons les résultats. C'est pourquoi nous avons refusé la semaine dernière le retour de l'ISF ou de toute autre taxe sur la transmission d'entreprises qui, en leur temps, avaient fait fuir les capitaux et les investisseurs. Nous croyons en l'entreprise privée, qui est l'une des garanties de nos libertés publiques, mais également à l'économie mixte, qui est dans certains cas indispensable et performante. Mais nous devons aussi rester attractifs parce que nous agissons sur d'autres leviers. L'école, la santé, l'aide aux plus démunis et tout ce qui fait qu'un État est solidaire. Un pays apaisé est aussi un pays attractif. Il existe également le monde associatif, avec la cohorte de nos concitoyens si généreux qui méritent d'être accompagnés. Pour le groupe démocrate, une réflexion sur tous nos bancs devrait nous mener à légiférer pour une plus grande solidarité, et notamment fiscale, sans pour autant briser les talons. Oui, une réforme fiscale d'envergure adaptée au temps que nous vivons, prenant en compte des évolutions sociétales, les évolutions du monde serait nécessaire. Je vous propose, Monsieur le ministre de l'Économie, Monsieur le ministre du Budget, de nous y atteler avec vous. Une économie florissante dans un pays dont les maux pourraient ronger la cohésion sociale ou qui souffre d'une démocratie affaiblie requiert des réponses. Nous l'avons vu ces dernières semaines, les blocages peuvent être soudains et mettre le pays en position de faiblesse. Et c'est pour cela que le groupe démocrate considère qu'un pays qui va bien est un pays qui a des entreprises compétitives, mais pas seulement.
La France de 2022 n'est pas celle de 2017. Les changements du monde sont une évidence. Non seulement le changement climatique, mais l'environnement international, la guerre qui se rapproche. Ainsi, je crois que nous devons avoir le courage de nous poser les bonnes questions. Le sens de l'amendement que nous avons déposé sur les superdividendes n'avait pas pour but de chambouler tous les équilibres de la trajectoire définie par le président de la République et toutes les mesures qui ont été prises depuis plusieurs années. Il avait pour but de se dire que, dans un contexte particulier, on peut changer temporairement quelques règles en demandant une contribution exceptionnelle à ceux qui ont des bénéfices supplémentaires. Il avait pour but de dire à certaines entreprises de grande taille: rétribuez vos actionnaires, mais n'oubliez pas les salariés, ni l'avenir de l'entreprise et de la planète avec des investissements forts. J'ai pu vous le dire, je regrette que cet amendement, qui a été voté avec une large majorité, n'ait pas poursuivi son chemin, même s'il n'était pas parfait, et la navette aurait pu l'améliorer. Et comme vous le savez, nous sommes très favorables au partage de la richesse dans les entreprises, un engagement fort de notre président de la République. Même si je reconnais que les deux amendements visant à la transposition des décisions européennes concernant la contribution exceptionnelle des énergéticiens, sont une très bonne réponse à l'échelle européenne. Et j'en viens aussi à mon dernier point, celui de la méthode. Ce que nous venons de vivre n'est pas compréhensible par nos concitoyens. Vous pouvez, les uns et les autres, penser que s'opposer pour des oppositions est le principal sujet. Nous considérons, nous, au groupe démocrate, que nous devons savoir nous écouter et parfois douter, car sans doute, il n'y a pas d'écoute. Cela ne veut pas dire être toujours d'accord, mais essayer d'être constructif et de ne pas rester sur des postures de départ. Nous pouvons, et c'est même notre devoir devant ce pays qui est en difficulté, dialoguer, construire et agir autant que possible. Les Français attendent que nous réglions leurs problèmes et que nous leur donnions les moyens d'avancer. Si chacun reste dans sa posture politicienne, cela ne peut satisfaire personne et surtout, cela ne fera que desservir notre République et son fonctionnement démocratique. De même que la stabilité de l'Europe que nous construisons depuis plus de 60 ans n'est jamais acquise et reste un combat de tous les jours, de la même façon, notre démocratie sera jamais assez solide pour que l'on s'en désintéresse. Mais pour elle aussi, nous devons nous battre. Bien sûr, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, nous ne voterons pas ces motions. Bien au contraire, nous serons vos soutiens dans un esprit ouvert et constructif, celui qui laisse une place déterminante au dialogue et à l'écoute pour l'ensemble, construire des solutions au service des Français. Je vous remercie.